écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Pierre Ducrozet, écrivain français qui a déjà publié plusieurs romans remarqués, dont L'invention des corps, pour lequel il a reçu le prix de Flore, et qui vient de publier chez Actes Sud Le Grand Vertige, le 19 août, c'est tout frais puisque nous sommes début septembre 2020, un roman d'aventure, haletant et passionnant, dont nous allons parler. Bonjour Pierre Ducrozet et bienvenue sur So Sweet Planet. Bonjour, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lire le petit résumé de la 4e de couverture de ce livre, Le Grand Vertige, comme ça va nous permettre ensuite d'entrer dans le vif du sujet. Pionnier de la pensée écologique, Adam Tobias est sollicité pour prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe, il tente de transformer ce hocher géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémac, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d'intuitifs, de spécialistes ou de voyageurs, qu'il envoie en mission discrète du Pacifique Sud à la jungle birmane, de l'Amazonie à Shanghai. Tandis qu'à travers leur récit se dessine l'encéphalogramme affolé d'une planète fiévreuse, Adam Tobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident. C'est tellement bien dit, cette 4e de couverture, c'est tellement bien écrit que j'ai pas résisté à en fait laisser le travail être fait par quelqu'un d'autre. Donc vous ancrez cette aventure dans un monde très actuel et très réel aussi, puisque l'on y croise Al Gore, Donald Trump et même Emmanuel Macron. Cette fiction, c'est aussi l'occasion de dresser un peu un état des lieux de là où nous en sommes, avec pas mal de données réelles, beaucoup de données réelles même, puisque c'est très très documenté, et aussi des constats. Donc j'aimerais savoir comment est né ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet qui concerne tout le monde et en fait qui n'intéresse pas grand monde, le changement climatique. J'avais envie d'écrire un roman là-dessus parce que ça me passionne, comme toi, comme on est plein de personnes à être passionnés, effrayés, inquiets et conscients. Et il me semblait que j'avais pas lu vraiment de roman sur le sujet. Enfin, tous les films ou romans que j'ai pu lire sur le sujet sont quasiment tous dystopiques. Et donc, finalement, on ne m'éclaire pas vraiment sur ce qui se passe. La dystopie, c'est passionnant, mais c'est toujours... le monde a été détruit, ce n'est plus qu'un terrain désolé, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? Non, moi, je voulais essayer de voir qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait. D'où l'idée de mêler... Vraiment, on est dans le réel, on pourrait être presque en 2017, c'est un espace romanesque légèrement décalé, mais en fait, voilà, on en est. Trump a été élu, effectivement, le réchauffement climatique en est là où il en est. Et là-dedans, je lance des personnages de fiction et je vois comment ils se débrouillent. Le roman là-dessus, ça me paraissait intéressant parce que du coup, ça apporte d'autres enseignements. Peut-être qu'un essai passionnant. On en a plein d'essais, on a plein de données, en fait, on sait tout. D'ailleurs, cette semaine dernière, on était à un festival qui s'appelait Agir pour le vivant à Arles. Et notamment, entre 1000 autres personnes, est intervenu François Sarano, génial océanologue qui travaille sur les cachalots notamment. Et il disait, on les connaît, les chiffres, on sait. Depuis lui, il est là depuis, des années aussi dans cette lutte. Pourquoi on n'avance pas ? Peut-être, une des hypothèses, c'est parce qu'on ne sent pas assez les choses. On commence à avoir un peu chaud l'été, mais c'est léger. On commence à saisir, mais l'ampleur de ce qui arrive, on ne peut pas vraiment le sentir. Alors peut-être que se rendre plus sensible par un film, par un roman, par une musique, par notre exercice d'imagination et de lecture. Peut-être ça peut nous permettre de saisir un peu plus ce qui est en train de se passer. Moi, je suis assez marqué par ça. Je crois qu'on sait tous ce qui se joue, mais en fait, comme on ne le sent pas dans sa peau, dans son corps, eh bien, je crois que c'est aussi pour ça que ça avance lentement, en fait. On l'a bien vu, par exemple, là, je marchais dans la rue, toi et moi, ce matin, tout le monde est masqué. Il y a un an, personne n'était masqué. Pourquoi on a réagi aussi vite ? Parce que le Covid était extrêmement réel tout d'un coup, les gens mouraient, quelques personnes mouraient, on voyait autour de nous, voilà, telle personne l'a eu, telle personne l'a eu. Mais on a réagi quand c'est arrivé en France en fait. Avant, si c'est en Chine, on en a qui montre bien ce que tu dis, c'est que voilà, tant que c'était en Chine, ou même en Italie, c'était encore... Ça n'existe pas. Et imaginons un virus qui s'appellerait changement climatique. Là, on serait tous mobilisés, là. Et donc, on serait quasiment en train de faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est assez
frappant. Mais par contre, c'est un peu rageant parce que, évidemment, le Covid, bon, ça a été une tragédie, mais c'est une tragédie qui va s'arrêter bientôt, ou pas, mais disons que c'est quelque chose de très temporaire. Le changement climatique, c'est 2000, 3000 fois plus important. C'est un changement de monde, c'est une bascule immense dont on n'a pas du tout conscience encore. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu rageant la mobilisation économique et mentale qu'on peut solliciter sur un événement comme celui-là et pas sur l'autre. Alors, lorsque vous décrivez ce grand vertige, lorsque vous décrivez ce que vous avez essayé de faire, vous dites « Ce serait un roman d'aventure du XXIe siècle dont les explorateurs ne seraient pas en quête d'or, mais d'un nouveau rapport au monde, où le changement climatique serait le défi à relever, où le doute et l'errance se substitueraient à la prédation et à l'appartenance. » Qu'est-ce que vous entendez ici par la prédation et l'appartenance ? Eh bien, c'est notre manière d'être au monde depuis X temps. On ne sait pas à quel moment ça a commencé, mais disons peut-être même depuis la naissance de l'agriculture. On conçoit, à partir du moment où les sapiens là, se sont établis, bon, peut-être que c'était avant, on n'en est pas sûr, mais quand ils sont établis, on dit voilà, ce territoire-là, on va s'en servir pour se nourrir, on va s'en servir pour faire ça et ça. Notre rapport au territoire est exploitation des ressources, voilà, c'est un fruit quoi, dont on peut se servir éternellement. Donc on conçoit en tant qu'espèce l'espace comme voilà, un moyen de dominer, de quadriller, parfois de jouir, mais en tout cas, c'est une ressource. Ça, c'est notre manière vraiment universelle maintenant. Et le grand défi, la grande affaire de ce qui se passe et du siècle, j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir changer ça, en fait. Mais ça, c'est très profond, c'est très profondément ancré. Mais on va être obligé, parce que les mesures, elles sont hyper importantes qu'on est en train de prendre, économiques, énergétiques, elles sont urgentes et décisives. Mais si on ne change pas notre manière d'être, elles vont être éphémères et puis on va repartir comme avant. Donc du coup, il va falloir concevoir cet espace dont on fait partie d'une autre manière. Donc c'est ce qu'ils essayent, ces personnages, de faire, c'est de dire je suis sur cet espace, comment j'arrive à glisser dessus sans le détruire, comment j'arrive à adhérer. Donc ça va être ça le grand défi, c'est comment adhérer, comment se relier au monde et au vivant, comment créer des nouvelles alliances. Oui, mais pourquoi leur substituer le doute, d'accord, peut-être par rapport à briser les certitudes qui ne sont pas plus très convaincantes, mais l'errance. Alors là, du coup, je fais référence au voyage et essayer de réinventer une manière de se déplacer, de voyager, qui soit plus errante, c'est-à-dire gratuite en fait, et sans tentative toujours en fait, même quand des gens se déplacent, mais pas forcément pour se déplacer, ils se déplacent. Et voilà, donc il y a ce personnage de June qui incarne ça, qui elle a 22 ans, elle veut partir, elle veut voir le monde, elle a une soif. Et dès qu'elle part, elle se confronte à ces problèmes que nous propose le voyage maintenant. Donc, comment faire pour se déplacer sans détruire la planète? Comment faire pour... Il y a tout, j'entendais encore quasiment toutes les semaines des gens qui disent bon ben voilà, maintenant on va enfin pouvoir renoncer au voyage et renoncer à voir le monde et du coup on sera tranquille, on ne le détruira pas. Moi je suis pas d'accord, je crois qu'on n'est pas obligé de renoncer au monde. On n'est pas obligé de renoncer aux choses parce qu'il faut juste trouver une nouvelle manière de se déplacer, de voir, d'aller voir. On a eu ça aussi pendant ces derniers temps. On a été assimilés et le voyage et destruction, voyage et tourisme de masse aussi. Non, il y a d'autres manières de voyager, d'être au monde que le tourisme de masse qui est effectivement un peu totalement absurde et c'était encore une nouvelle manière qu'a trouvé l'être humain de détruire quoi en fait. Donc voilà, c'est ça quelques-uns des buts qui se... Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté aussi très, j'espère que tu le prendras pas mal, mais très série Netflix. On est un peu entre Sense8, des Wachowski, où on saute comme ça d'un endroit à l'autre sur la planète. Un peu Messia, parce qu'il y a quand même un peu le côté gourou aussi de quelqu'un qui est très charismatique, qu'on a envie de suivre, sans forcément, du coup, se remettre en question ou se poser de questions. Voilà. Et aussi pour le rythme, le couple de filles. Il y a pas mal de choses, en fait, d'ingrédients. Et je me suis demandé si tu avais envie d'écrire des séries, parce que c'est un rythme. Je sais que tu voulais sortir du schéma du roman traditionnel. J'ai trouvé que c'était entre les deux, en fait, le côté très vivant, le côté série au sens noble du terme, évidemment, des séries qu'on a maintenant qui sont assez exceptionnelles. J'adore, oui. Je me nourris de ça, de cinéma et de séries. Donc, oui, bien sûr, je crois que comment le roman peut et devrait se laisser contaminer par d'autres formes d'art, et du coup, on vit en 2020, la série est primordiale, et puis au niveau narratif, c'est génial, absolument génial. Et moi vraiment, ça m'influence dans
dans la manière d'écrire, dans les scènes, dans la manière de relier, d'aller vite d'un endroit à l'autre. J'aime ça. En fait, le roman, il a tellement de possibilités, il peut tellement faire plein de choses que si on adopte parfois un élément de cadrage du cinéma, parfois des liens qui sont faits dans des séries, il emprunte évidemment à la musique tout le temps, il emprunte, le roman, il peut emprunter à la peinture, il l'a fait. Donc il faut vraiment créer une sorte de grande correspondance avec les autres arts. Et en 2020, hein, c'est peut-être notre pratique artistique la plus importante, la série. Et ouais, ce que je disais, au niveau narratif, scénaristique, ce qui se propose est souvent passionnant, quoi. Des grandes toiles comme ça, narratives. Donc oui, j'aime beaucoup ça. En septembre 2019, tu es parti sur les traces de tes personnages. J'aimerais bien savoir ce que la confrontation au réel dans ces différents lieux t'a fait peut-être remettre en question par rapport à ce que tu avais déjà écrit de ce livre. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller vraiment sur les lieux? Qu'est-ce que ça a apporté à ton récit? Qu'est-ce que la confrontation avec le réel Ça m'a... Dans quels endroits tu es allé déjà? On a traversé l'Asie, du Népal au Japon, donc Népal, Inde, Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Sumatra et Japon. Alors qu'est-ce que ça... En fait, j'avais procédé un peu de la même manière la dernière fois, c'est-à-dire que j'écris l'essentiel du livre avant, sur des lieux que je connais la plupart du temps. Hein. C'était des lieux que j'avais déjà... dans lesquels j'avais déjà voyagé, pardon. Et ensuite, j'y retourne comme pour relancer l'intrigue dans d'autres sens, pour affiner, pour finir de peindre, pour finir de... Voilà, pour écrire. Donc là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que ça m'a permis de prolonger la réflexion, de regarder de plus près. En fait, il y a deux temps. Il y a le temps de la rêverie, il y a le temps de l'imagination et il y a le temps du réel. Et les deux s'en mêlent. On va vers l'un à l'autre. Donc là, c'est plus que ça. Ce dernier voyage a été important, mais finalement, c'était plutôt 15 ans de voyage. Par exemple, c'est pas l'Argentine dont je parle au début, l'Asie aussi, que j'évoque plutôt à la fin. Et ce dernier voyage, voilà, m'a permis de finir in situ un peu. Et du coup, j'avais aussi cette chronique dans l'IB, tous les 15 jours, qui me permettait de réfléchir à tel sujet, à tel moment, et par la chronique, voilà. Et ça venait alimenter aussi la réflexion du livre. D'accord. Oui, parce que le livre, c'est de l'aventure, mais c'est aussi très riche, c'est foisonnant de musique, de couleurs, d'odeurs. Je me disais que tu devais être quelqu'un de très curieux. Tu vas avoir les oreilles et les yeux grands ouverts. Ouais, le voyage, c'est pour ça qu'on voyage, en fait. C'est parce que quand on est dans la ville dans laquelle on habite, on oublie, en fait. On oublie de regarder. C'est normal, on s'habitue, on est dans un rythme. On ne sort pas dans la rue toute la journée pour regarder. Et en voyage, on se consacre uniquement à ça. Donc c'est pour ça que ça me passionne le voyage. Ouais. Donc du coup, évidemment, tout rentre là-dedans. Donc quand on est à Calcutta, quand on est à... Je sais pas, on est dans ce livre, on est un peu partout, mais quand on est dans le Pacifique, nécessairement entre les bruissements et les odeurs. Ouais. Oui. Mais cette île d'ailleurs du Pacifique, là, Non, elle n'existe pas. Tu n'es pas allé dans un endroit qui était aussi isolé, éloigné Si, alors il y a un endroit d'ailleurs que j'évoque aussi dans le livre, qui est l'archipel de Raja Ampat, où là on a été vraiment très, très heureux. Ça c'est un endroit un peu hors du monde, assez magnifique. C'est là où, c'est la scène où on recroise les deux personnages du livre précédent, qui sont Adèle et Alvaro. On les croise à un moment du livre au début. Et c'était voilà, pour aussi... faire un lien avec le livre précédent et voir que c'est le même espace romanesque dans lequel marchent tous ces personnages. Le Grand Vertige, c'est un livre qui fait écho à la réalité, que tu as écrit en saisissant cette réalité, où beaucoup de choses se télescopent. Et curieusement, j'ai en fait l'impression que la réalité, au moment de la sortie prévue du livre, c'est elle qui est venue se télescoper sur ton histoire avec cette pandémie, une histoire qui va couvrir, elle, la pandémie et qui va concerner de façon inédite quasiment toute la planète et nous obliger à regarder certaines choses en face. Et je me suis demandé si Adam Tobias n'aurait pas rêvé d'un tel événement et si la réalité ne t'avait pas rattrapé. Ah ouais, c'est bien, ouais, j'avais pas vu comme ça, mais c'est possible, ouais. Ouais, peut-être que même il cherche quelque chose comme ça, qui remette tout à plat, ouais, quoi. Une espèce d'électrochoc pour tout le monde, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris de voir, parce tout début de la pandémie, on se demandait peut-être tous un peu de dire comment ça va être interprété, comment ça va être lu. Oui. Parce qu'en fait, c'est un virus, ça n'a pas de sens en tant que tel. Un virus, c'est un virus. Mais je crois on peut le dire maintenant, que ça a été vu à la grande majorité comme
ok, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Il faut qu'on revoie les choses. Donc ça, ouais, je pense qu'Adam Tobias l'aurait souhaité. Et lui, il va le provoquer lui-même, du coup, cet événement. Tu étais, je crois, au Japon au moment du confinement, dans cet itinéraire justement sur la trace de tes personnages. Tu écris des chroniques dans Libération, donc tu as fait un genre de journal de bord sur tout ça, qui était aussi l'occasion de réflexion. Du coup, tu es resté combien de temps coincé au Japon ? En fait, on est reparti au tout dernier moment, là où c'était c'était le dernier avion qui partait vers la France. Donc, on est resté un mois et l'étau se resserrait un peu partout. On voulait pas partir parce que le Japon, c'est absolument merveilleux. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Donc on a pris le dernier avion. C'était de voyager dans ces conditions parce que ça montait depuis des mois. On devait aller en Chine, on n'a pas pu y aller. On a tourné autour. C'est pas des super conditions pour voyager, quoi. Donc tout est un peu tendu. On était tous à ce moment-là tendus, qu'on soit ici ou là, parce que chaque jour, les événements se précipitaient. Mais là, de pas savoir quoi faire, ça montait un peu en nous. Et cette tension, en fait, s'entrechoquait avec le fait d'être au Japon, qui est la grâce super. En plus, on était tout seuls, comme ça, devant les cerisiers en fleurs et les temples. Et donc ça contrastait. On avait des nouvelles pas géniales de nos familles ici ou là, et nous là-dedans. Donc il y a eu un moment comme ça de beauté et de tension à la fois. Et finalement, après, retour d'abord en France et puis ensuite en Espagne, à Barcelone, où je vis. Alors, ton personnage, Adam Tobias, c'est un homme brillant, professeur à la Sorbonne, à l'origine de nombreuses vocations, qui écrit sur le réchauffement climatique dès le milieu des années 70, qui a alerté de nombreuses fois et de multiples façons sur les conséquences dramatiques de ce réchauffement climatique, et qui a fini par se retirer écœuré que la puissance de la loi du capital est toujours le dernier mot et détruise la terre et le vivant en toute impunité. Et tu lui fais écrire en 2009 « Nous sommes en proie à un grand vertige ». Donc c'est le titre de ton livre, Le Grand Vertige. Nous sommes en proie à un grand vertige. Le sol sous nos pieds s'évase, le ciel au-dessus se trouble. Plus rien ne tient, tout bouge. Dès lors, à quoi nous retenir ? Ni nos valeurs, ni notre passé ne nous sont plus utiles. Face à ce tremblement de toutes choses, nous devons tout revoir et faire table rase. Des Adam Tobias, pionnier des prises de conscience écologiques et en proie à une grande lassitude aujourd'hui face à l'inaction générale, avec un grand ras-le-bol de crier dans le désert. Il commence à y en avoir pas mal en fait, des Adam Tobias. Est-ce que tu en as rencontré qui ont pu inspirer, nourrir ce personnage en particulier ? Oui, il est un peu à la jonction de pas mal de personnes. Je pense qu'ici, on peut reconnaître un aspect, ici une autre chose. Il y a la figure, enfin en tout cas les livres de Bruno Latour qui ont beaucoup compté aussi. Et donc voilà, j'ai fait un mix un peu d'une sorte qui soit une figure emblématique de la lutte écologique de ces dernières années et de la pensée aussi, d'une pensée globale comme ça. Ensuite, ça c'est là pour la formation du personnage. Oui. Ensuite, évidemment, il devient un personnage de fiction. Donc ce qu'il fait ne répond plus à aucune logique si ce n'est celle de la fiction. Mais au début, je l'ai tissé. On peut voir différentes figures. Je donne pas forcément les noms. Comme c'est très documenté, je me demandais, est-ce que tu pouvais en avoir dans ton environnement amical peut-être, ou est-ce que tu es allé en rencontrer pour discuter avec eux, parce qu'on sent comme du vécu quoi, dans ce qu'ils ressentent. Dans mon entourage amical, non, mais oui, il y a une ou deux rencontres dont ce que je disais au Natour, mais c'est plutôt des rencontres intellectuelles. J'ai pas fait de travail d'enquête pour ce livre, contrairement au précédent où j'avais travaillé les hackers, les transhumanistes, tout ça, j'avais fait des entretiens. Là non, j'étais bien dans le sujet parce que on le sent. Ouais, on sent que c'est pas une fiction. C'est un intérêt depuis longtemps. Avec Julieta Canepa, donc on écrit aussi des livres sur le sujet pour la jeunesse. On est passionné par ça. Donc voilà, là il n'y a pas eu besoin de ça. Si la chose que j'ai voulu faire, c'est lire des essais, regarder, observer évidemment. Mais on est tellement dans ce bain-là que ça n'a pas été... j'ai pas eu à faire un grand travail. Je l'avais déjà fait depuis 2, 3, 4, 5 ans. Alors on pourrait croire au début de ton livre que tu nous plantes un décor un peu tape à l'œil avec pas mal de repères très tendances. Par exemple, Mia Casal est une anthropologue post-punk écoféministe néo-sorcière, mais on découvre assez rapidement en fait par le ton
et c'est ça que je trouvais assez subtil en fait, une certaine distance par rapport justement à ce monde des apparences, des modes, des influences qu'il faut afficher ou suivre, par rapport aux attitudes et aux tics de langage aussi de l'époque. Par exemple, page 19, tu écris « Adam Tobias sourit et regagne la salle. On se lève, on applaudit, on se congratule aussi. C'est ça, c'est sûr, la solution, il a tellement raison. » Et tu écris ce tellement en italique, ce qui fait que, en fait, c'est une toute petite chose, mais on entend bien le ton, quoi, qui a un ton qui est très, très employé. Et par ce petit décalage qui revient ici et là, tout au long du roman, je pense aussi à un paragraphe sur Pauline van der Bloem, on prononce comme ça ? Oui, c'est bien, ouais. Qui est vers la fin, et on discerne un regard critique, peut-être même un peu cynique, sur le pouvoir de tout ça, sur l'illusion qui va avec, aussi dans la façon d'ailleurs dont Adam Tobias contacte et propose à chacun sa mission. On sent le pouvoir de la position dominante, de la notoriété, même s'il y a une certaine élégance aussi dans ce personnage qui le rend très crédible, très, très séduisant même. C'est bien observé. Est-ce que c'est ton regard, ça, sur... Oui, c'est ça. Il faut à la fois être dans l'action et dans la réalité des personnages et toujours en rire un peu. Et il faut toujours... Enfin, moi, je crois que c'est peut-être même le fil de mes livres, cette espèce de regard un peu amusé et un peu ironique sur les choses, tout en étant complètement dedans. J'aime pas non plus le regard surplombant sur les personnages et où on est cynique. Non, c'est pas ça. Un peu c'est méprisant. Juste... Ouais, non. Il faut juste un tout petit rire, mais qui est avec le personnage, mais c'est qui est une sorte de distance, d'ironie, parce que sinon il faut éviter la pesanteur aussi, et donc il faut éviter à la fois la pesanteur, le cynisme, et donc on est dedans, et aussi il y a des livres aussi que j'aime pas, et où on est que dans ce rire là, quoi. On est jamais avec les personnages. Non, j'aime qu'on soit dans l'action, dans les personnages, on les regarde, on voit leurs gestes. Mais évidemment, là par exemple la scène d'Adam que tu citais, juste après ils disent effectivement qu'il faut changer le monde en guettant les toasts au saumon qui arrivent. Voilà, c'est aussi pour mettre en scène toutes ces contradictions, et il faut toujours, à la fin, je dévoilerai pas, mais cette histoire aussi, c'est un peu de satire politique autour de la plante miracle. Oui, on va en parler. Voilà. Donc oui, il faut toujours un peu ce rire-là. Oui. Donc tes personnages, tu étais en train d'en parler, là, ils sont assez attachant justement pour ça, parce que finalement on se retrouve dedans. On peut se moquer de nous aussi au travers de pas mal des petites choses dont tu te moques, parce qu'on voit bien qu'ils sont dans les contradictions dans lesquelles on est tous en ce moment, même si on essaie de bien faire. Et tu en parlais dans une de tes chroniques de Libé par rapport à prendre l'avion justement, et par rapport à toutes ces problématiques qui se posent à nous quand on essaie de bien faire et on ne sait plus trop comment s'en sortir. Donc tes personnages sont très attachants, je trouve, pour ça. Ils sont souvent un peu largués aussi, ils sont passionnés, ils se débattent dans un monde brutal qui les malmène. Le mot rêche revient souvent d'ailleurs. Au début, j'étais un peu agacée en fait par ces personnages que je trouvais très ancrés dans leur époque, mais pas très ancrés dans la réalité en fait, dans celle dont on parle là finalement. Mais j'ai cru comprendre que c'était en fait ton observation justement de pas mal de nos congénères, et que ça pouvait être peut-être aussi ton agacement. Oui, je voulais pas faire des personnages, des héros, purs, ça m'intéresse pas tellement. Et en plus, justement, l'idée de la pureté et qu'on soit cohérent, non, ça n'existe pas. Donc ils sont contradictoires, ils sont complexes, et ils essayent mais ils ratent, et parfois... moi je trouvais ça plus intéressant qu'ils soient un peu... Les personnages intéressants, la plupart du temps, c'est ça, c'est parce qu'ils ont des contradictions. Donc voilà, non, par contre, je suis pas agacé par eux, mais il y a une petite distance, ouais. Ils vivent en ce début de 21e siècle, et on est dedans, on peut pas être au-dessus, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils essayent, et ils ont des tensions internes. C'est ça qui fait les personnages intéressants. Alors il y a aussi il y a aussi le personnage de Nathan, obsédé par la découverte du mystère de la plante miraculeuse qui pourrait sauver l'humanité avec une nouvelle forme de captation de l'énergie solaire, si l'on parvenait à trouver et à reproduire la façon dont elle réalise sa photosynthèse. Donc je ne vais pas en dire plus sur comment ça va évoluer, mais ici aussi c'est bien abordé par un autre angle, le triste constat de là où nous en sommes, nous l'humanité, de la médiocrité de comportements de décisionnaires qui ont eu, et d'autres qui ont encore les moyens de changer les choses
et de freiner l'allure de ce train dans lequel on est tous embarqués et qui fonce vers le désastre. Et tu décris bien le processus qui fait que des possibilités sont ignorées ou gâchées, des possibilités de changer le cours des choses. Donc nous en avons eu déjà pas mal d'exemples, malheureusement dans le monde réel. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a inspiré ça, cette histoire qui tourne autour de cette plante-là? C'est constamment comme ça. On a constamment des nouvelles idées, mais il faut qu'on se rende compte que finalement on gâche la plupart du temps. On est très fort pour ça. Et donc je voulais un peu mettre en scène ça avec effectivement cette plante, dire voilà, on a un truc entre les mains là, qu'est-ce qu'on va en faire, sachant que il y a des études là-dessus, il y a des gens qui travaillent sur cette idée de plante bionique qui serait capable de capter l'énergie. Et voilà, en fait, tout serait résolu. Et là, tout d'un coup, tout est résolu. Mais bon, évidemment, est-ce qu'on va essayer de se compliquer la tâche? On est une espèce assez spécialiste là-dedans, quoi. Pourquoi faire simple, quoi, si on peut faire compliqué? Donc je crois que ça arrive tous les jours. Des intérêts de certains qui peuvent être mis en cause si on trouve... c'est surtout ça, bien sûr, c'est ça. Pourquoi on continue à forer en Alaska, au Congo, en Guyane, si en réalité on veut plus de cette énergie fossile? Parce que y a des entreprises que ça intéresse toujours, bien évidemment. Donc c'est ça que je voulais mettre en scène aussi, c'est le conflit des intérêts. Voilà, c'est ce qu'il dit Adam Tobias au milieu, il dit le peuple dans son ensemble est d'accord pour changer de monde, il est d'accord pour aller vite, mais il y a des décideurs qui freinent des cas de fer. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est pour ça qu'il pose la question de l'impatience, la question de... On sait qu'il faut que ça aille assez vite et assez fort et ça tarde, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Et c'est eux qui sont aux manettes la plupart du temps. Donc il y a un problème démocratique immense. Page 214, tu fais dire à June, c'est classique ce paravent d'un prétendu écoterrorisme. Le mot terrorisme est le plus pratique du monde. Il décrédibilise immédiatement. C'est assez marrant d'ailleurs d'entendre dans la bouche des gouvernants que la violence vient d'en face. Ça, j'ai trouvé que c'était une synthèse assez courte mais super efficace parce que ce passage m'a aussi ramené au réel parce que j'ai interviewé il y a quelques mois pour So Sweet Planet Lamia et Semlali de Sea Shepherd et eux aussi, avec Paul Watson, ont été accusés d'écoterrorisme d'une façon qui correspond assez bien à ce que June décrit ici. Est-ce que tu pensais à quelque chose de particulier, toi, quand tu as écrit tout. Oui. Ça s'applique à toute forme... Le terrorisme, c'est vraiment le super éventail, c'est-à-dire dès qu'on est près de la violence d'une manière ou d'une autre, ou quasiment violence symbolique aussi, terrorisme, tout de suite, ça vous décrédibilise n'importe quelle personne. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la violence politique a été un moteur de l'histoire très important. Violence politique au sens large, donc ça peut être, il y a 1000 formes d'être un peu plus radical, un peu plus... donc ça peut être simplement des occupations de lieux. En tout cas, ça a été un moteur de l'histoire important. Et au cours des, je ne sais pas combien de dernières années, mais le fait qu'une certaine forme de fin, ce qu'on appelait une fin de certaines histoires du XXe siècle, etc., ce qui était une erreur, et ensuite un terrorisme, donc principalement islamiste, mais a fait que la violence politique est hors jeu. Elle ne peut plus exister. Or, il se trouve qu'elle est un moteur. Alors, par exemple, ce groupe Extinction Rebellion qui fait des trucs passionnants, ils sont non violents. C'est juste de la désobéissance civile. On se souvient bien des États-Unis, la lutte pour les droits, ça s'est bien fait par la désobéissance civile. Et là, il pose... Moi, j'ai pas de réponse, mais il pose juste la question à Adam en disant, sachant qu'on est d'accord, mais que ça se fait pas, comment on fait pour accélérer tout simplement les choses? Et à un moment donné, il faut faire un peu pression, quoi. Donc voilà, c'est la question qui se pose. June, elle a un côté tête brûlée, mais elle a aussi une sorte de lucidité froide. Elle semble l'une des seules capables de revenir à une simple vision de ce que l'on pourrait appeler du bon sens. Je sais pas, je la voyais vraiment moi comme un peu un double un double de nous tous un peu, quoi. Elle a envie, et en même temps elle n'y arrive pas, elle a envie de partir en voyage et voilà, elle refuse, et elle sait pas comment faire, elle refuse les missions, finalement elle est... Donc elle est un peu l'incarnation de nos contradictions. Oui, mais on a l'impression qu'elle voit un petit peu avant les autres quand même, non? Ouais, elle est jeune et brillante et audacieuse. Oui. En fait, elle incarne aussi cette nouvelle génération qui est vive, qui est brillante, qui est rapide et qui est audacieuse. D'ailleurs, au début, elle n'a pas envie tellement, elle, de s'embarquer dans ce
Non, 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 non. Et puis voilà, elle se retrouve un jour dans une jungle perdue et elle est à la fois effrayée et excitée par ce qui lui arrive. Donc voilà, elle est courageuse, radicale aussi de cette manière. Elle se rase les cheveux quand elle part et elle a un côté un peu guerrier qui me plaît bien. Ouais. Tu nous offres d'ailleurs des paragraphes d'histoire réelle qui viennent s'imbriquer dans ce récit de fiction, comme page 112. On entre dans vraiment le cœur là. Donc la rencontre du capitalisme et du pétrole est explosive. C'est un amour fou, immédiat, la rencontre du glaive et du soufre, la réunion des deux affluents en un fleuve torrentiel. Ces émouvantes fiançailles se font par l'entremise d'un maître absolu, d'un homme sans foi ni loi qui pose les bases du système économique à venir et de sa morale, et là tu mets entre parenthèses à savoir aucune, monopole, entourloupe, esbrouffe, habileté, violence, malhonnêteté, sous le regard bienveillant et terrible de Dieu. En tout cela, Rockefeller est exemplaire. Tu consacres une large place sur plusieurs pages au pétrole, à son histoire, mais aussi à sa place et à sa responsabilité dans l'évolution du monde et du réchauffement climatique depuis plus d'un siècle. Et tu conclus le passage où tu décris ces fameuses ententes entre les Américains, les Français et les Anglais pour se partager le Moyen-Orient pour ce pétrole. Tu conclus en écrivant « De tels petits hommes, hâbleurs, adroits et cupides, bien plus que les idées ou les héros, font avancer les choses vers leur inéluctable cours, celui de la bêtise et de la destruction. » Et tu décris aussi, page 168, « Les mains dans la terre et la tête dans le vrombissement, June comprend cela, l'origine de tous les maux. Finalement, les femmes et les hommes n'ont eu de cesse d'explorer de nouveaux territoires, de plonger dans les forêts et les mers, les montagnes et les plaines, tout ce qui les dépassait, pour réduire l'ensemble en esclavage. » On sent une colère sourde, je trouve, qui sous-tend ce livre. Ce système, le capitalisme, pour le nommer, et l'avidité de ses protagonistes, parce que ça, on le ressent beaucoup, je trouve, dans ton livre. C'est de plus en plus ouvertement et largement remis en cause, ce système économique. Est-ce que l'on peut dire que ton livre rejoint toutes ces critiques maintenant qui montent d'un peu partout? Ouais. On peut que être en colère, quoi, à la place de June, qui en plus hérite d'un monde en ruine. Déliquescence. Ouais, et qui en plus est assignée à réussir, à sauver le monde, alors qu'elle n'a rien fait pour le détruire. Ça, c'est pour les jeunes. Pour la Nord-Sud aussi, pareil, la plupart des pays du Sud qui n'ont rien fait pour faire ce changement climatique vont être en première ligne, ceux qui vont le souffrir. Il y a de quoi être en colère, ouais, vraiment. Et à tous les niveaux, que ce soit la montée des eaux, les invasions d'insectes, la pollution. Voilà. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a de la colère. Cette histoire du pétrole, elle s'insère dans le livre. C'est pas un copier-coller, c'est un truc de dire, voilà, en fait, l'histoire de ce livre, elle attaque là. Donc on repart vers la naissance du pétrole, son extraction et tout, et on rejoint par ce flux du pétrole les personnages. Et c'est pour dire, voilà, c'est là que ça commence. Comment ça commence, pour aller voir comment ça commence. Et ça commence effectivement par ce que je dis là, des petits personnages comme ça, Habler. Il y a toute une série, moi j'ai été passionné par eux, passionné et dégoûté d'une certaine manière, mais Rockefeller c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est l'horreur absolue et en même temps le génie du mal, quoi. Et donc tout ce qu'il va mettre en place, c'est vraiment les fondements d'un système cruel. Et ensuite reviennent d'autres, et jusqu'à Calouste Gulbenkian, et qui génie des négociations, qui découpe ce gâteau de la Mésopotamie, enfin de l'ancienne Mésopotamie. Et voilà, donc en fait on voit bien, il y a des idées parallèlement, il y a des choses, mais c'est surtout un ensemble de manœuvres, de violences. Alors là il y a de la violence, et celle-là elle est bien acceptée par tout le monde, enfin par tout le monde, non, par les puissants. Donc j'avais envie de la mettre en scène, cette histoire. C'est aussi des scènes et des histoires que je raconte là, toutes documentées évidemment, pour moi-même en tant qu'auteur saisir qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'est fait prendre dans cet engrenage. Parce qu'en fait on dit oui, l'anthropocène, tout ça c'est l'espèce humaine, mais en fait c'est pas l'espèce humaine, c'est un système précis à l'intérieur de l'histoire, un temps très court, très précis, et à l'intérieur de ce système, quelques personnes en particulier. Voilà, on sait que 100 entreprises sont responsables de 70% des dommages bioécologiques d'aujourd'hui. Donc, allez voir, regardez de près, c'est aussi ça que permet la fiction, voir ce qui s'est passé. Et ensuite, on rattaque le reste de l'histoire qui est le fil rouge. Il y a toujours un fil. Oui, j'étais très contente de voir que tu parlais de ça et que tu mettais ça en scène dans ton livre. J'avais été très marquée par un documentaire que tu as sans doute vu qui s'appelle « Le secret des 7 sœurs », qui est en
3 ou 4 épisodes, je crois, sur justement, dans cette même période là où il y a ce fameux partage. Et là, c'est pas en Irlande, c'est en Écosse, lors d'une partie de chasse, où il y a les 7 responsables des 7 compagnies pétrolières là, de l'époque qui se partagent aussi donc le Moyen-Orient et toutes les zones de pétrole et qui amènent, puisque c'est la même histoire. Et quand j'ai vu ce documentaire il y a quelques années, après, je me disais, c'est incroyable parce que quand on voit dans les JT, dans certains endroits du monde, les guerres, mais on manque vraiment de perspective, quoi. On n'a pas du tout de remise en perspective de pourquoi on en est là, comment c'est arrivé, quelle est l'histoire qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et ça, je te suis assez reconnaissante d'avoir retracé et d'avoir parlé de cette histoire-là dans ton livre parce que je trouve qu'effectivement, tout ce que tu décris après, c'est toutes les racines sont là, quoi. Et on en parle quasiment jamais de ça. Dans le grand public, au niveau du grand public, je veux dire, on n'en entend pas parler de cette histoire-là. Non, ou alors elle est glorifiée. Il y a bien des films américains pour montrer la merveille du pétrole et tout ça. Oui. Donc, non, mais je trouvais ça intéressant. Donc, effectivement, se pose la question de jusqu'où et jusqu'à quand peut-on se permettre de ne pas être radical. Parce qu'en fait, c'est un peu le cheminement d'Adam Tobias au cours du livre, puisque ceux qui ne font rien aujourd'hui et qui pourraient faire quelque chose, et ceux qui n'ont rien fait hier et qui sont en fait responsables aujourd'hui de la radicalité à laquelle nous allons être contraints demain. Donc, est-ce que c'est la dernière arme d'Adam Tobias de monter d'un cran? Oui, il se rend compte que il lance ce grand projet Télémac au début, donc renommer le monde et voir comment on peut agir dessus. Et au bout d'un moment, on ne sait pas dans le livre, c'est laissé au mystère, mais à quel moment il prend sa décision effectivement d'aller plus vite et plus fort. Mais on peut penser que c'est tout seul et avec l'aide de ce réseau. Mais tout seul, oui. Enfin, avec l'aide de ce nouveau, de cette architecture qu'il a créée. À quel moment 40 ans de lutte, pour lui, on peut penser que c'est de l'impatience, quoi. Un peu d'impatience, il s'était déjà... En fait, souvent, dans son histoire avant, on dit il s'est retiré de la lutte, il est revenu, il se retire, il revient. Et là, c'est un peu son dernier barreau d'honneur, sa dernière chance. Il y a des grands moyens, tout le monde est d'accord et tout. À nouveau, ça n'avance pas. Donc, il se dit comment on accélère, quoi. C'est une question qui va se poser, qui se pose déjà. Et encore une fois, c'est pas... D'ailleurs, il se considère comme non-violent. Il y a 0 mort dans ses actions. C'est plus... des sabotages ou des actions un peu directes, mais pas du tout du terrorisme. Effectivement, le terrorisme n'est pas une solution, mais c'est juste la petite pression supplémentaire, ou alors on voit des choses émerger hyper intéressantes, de nouveaux contrats démocratiques, comme la Convention citoyenne, par exemple, des choses comme ça, donc, qui sont passionnantes. Donc en fait, comment on peut renouer une confiance, une légitimité, un contrat démocratique et accélérer les choses à différents niveaux. Sachant que lui, quand même, dans son idée, le vrai projet, c'est renouer un lien au vivant, quoi, au monde. Donc, mais après, il va accélérer. En fait, le roman, c'est aussi ça un petit peu, c'est accélérer certains curseurs dans la fiction et voir où ça nous mène. Pour si je fais que décrire le réel, c'est-à-dire une rue d'une ville où il se passe ça ou ça, c'est pas complètement intéressant. Ce qui est bien, c'est d'accélérer certains, comme si on était aux manettes des commandes, on monte le son et on voit ce que ça donne. Il y a une petite phrase, je crois que c'est June qui l'a dit, je sais plus, qui dit « C'est la grande société qu'il faut changer, pas la petite, le cœur, pas les mains ». Oui, ça fait référence à tout un penchant là qui est incarné dans le livre aussi, de dire voilà, on va faire des petites mesures, on va faire des petits gestes, on a plein de petits gestes pour l'environnement, on a plein de... Et aussi, plus largement, de dire c'est la technique qui va nous en sortir. On a déconné un peu, on a mis beaucoup de CO2 dans l'air, mais on va aller le pomper avec une nouvelle machine. Donc en fait, la machine qui répond à la machine, c'est un peu ce à quoi se confronte Adam à la fin. On va inventer des abeilles pour polliniser. Voilà, des abeilles électroniques. Et donc du coup, super, c'est bien. Il y a des idées là-dedans qui sont intéressantes, mais c'est à nouveau... repêcher par là où on a déjà pêché, quoi. La technique pour déformer la technique. Donc elle, ce que veut dire, c'est qu'il faut aller plus loin, quoi. Le vrai défi et la chose qui est aussi excitante, c'est de nous réinventer en tant qu'espèce dans un ensemble plus vaste. Donc ça, c'est ça qui est l'urgence, en fait, l'urgence et le défi, c'est surtout ça, c'est au niveau vraiment philosophique et profond qu'on va changer.
Donc c'est à ça qu'elle fait référence quand elle dit ça, par rapport à une petite dérive de moderne, anti-moderne, technique contre... Non, c'est entre les deux en fait, ça se joue. Voilà, changer notre rapport au monde, c'est une belle façon d'y réfléchir, ce grand vertige. Merci beaucoup, Pierre Ducrozet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu vas pouvoir aller à la rencontre de tes lecteurs, vu que, je ne sais pas, dans l'édition, est-ce que c'est aussi compliqué que dans le spectacle vivant, au niveau des rencontres? En fait, finalement, la rentrée littéraire va se faire. Il y aura, j'imagine, un peu de complications, mais tout ce qui est les salons littéraires, les festivals, les rencontres en librairie sont maintenus. Et donc, je serai là pendant les prochains mois, un peu partout en France. Tu pourras rencontrer les lecteurs qui auront été embarqués dans cette belle aventure. À Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nancy, un peu partout. Ouais. Très bien. Et tu as des projets après un tel livre? Est-ce que tu as des idées sans révéler? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas trop en dire avant que... Oui, j'ai déjà, ça fait déjà longtemps que je pense au prochain roman et que donc je l'ai déjà bien en tête et j'ai très envie d'attaquer. Et puis sinon, il y a d'autres projets, d'autres livres, justement aussi des projets plus politiques, artistiques autour du vivant et en lien avec Agir pour le vivant, le festival. Donc il y a plein de choses qui se dessinent. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.